Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Alors, on a un peu de retard aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'on va vous présenter une émission un petit peu spéciale, une émission thématique en lien avec Andy Droit. Et j'ai le plaisir d'être accompagné avec moi aujourd'hui d'une avocate, Maître Pierry. Je suis ravi de cette initiative parce que notre radio est là pour nous distraire, mais elle est aussi là pour nous aider. Et aujourd'hui, donc, on va parler de nos droits et donc de vos questions que vous nous avez posées au préalable. Et donc, exceptionnellement, aujourd'hui, à formule exceptionnelle, dispositif exceptionnel, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, on ne prendra pas d'auditeurs au téléphone dans la mesure où les sujets que maître Pierry a préparés demandent du temps. C'était pas évident de répondre en direct aux gens parce que l'objectif, c'était d'abord d'apporter à chacun et chacune des réponses de qualité et donc des réponses préparées. Donc dans la mesure du possible, évitez de nous appeler parce qu'on prendra pas d'auditeurs en direct. Voilà, je vais laisser la parole à Maître Pierry qui va se présenter. Merci Simon. Je vous Bonjour en à prie. tous. Je suis Caroline Thierret, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai prêté serment en 2015, donc il y a maintenant 5 ans, et je m'occupe en particulier de la défense des personnes en situation de handicap, en particulier contre les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Et les dossiers que je traite peuvent aussi concerner l'aide sociale, le préjudice corporel, suite à un accident par exemple, ou encore la tutelle, la curatelle ou l'habilitation familiale. D'accord. Et votre juridiction, un nom particulier, il y a Alors, civil? tout à fait. Donc je peux plaider devant toutes les juridictions, en particulier donc devant les juridictions civiles, donc devant maintenant les tribunaux judiciaires, hein, qui ont changé de nom depuis le 1er janvier 2020 et qui ont remplacé les TGI, tribunaux de grande instance, et les TI, tribunaux d'instance. D'accord. Juste une petite question, parce que dans notre imaginaire, un avocat, c'est souvent une personne qui fait un grand plaidoyer pendant 1 heure avec des Oui. diatribes. Comment ça se passe en vérité? Parce que ça m'interpelle. Oui, alors ça, Ouais. Simon, c'est les avocats des films et des séries et en tout Ouais. cas, ou en tout cas les avocats de cour d'assises. Mais c'est vrai que la défense d'un accusé devant une cour d'assises ou d'un prévenu devant un tribunal correctionnel, ça reste une fraction en fait de l'activité d'un avocat. Il faut dans ce cas-là qu'il exerce en matière pénale. Mais le rôle de l'avocat, en fait, est bien plus vaste que ça. Et nombreux sont les avocats, surtout aujourd'hui, qui ne font que du conseil, c'est-à-dire qu'ils sont à leur bureau et qu'ils reçoivent soit leurs clients directement, soit les questions de leurs clients par email ou par téléphone, auxquelles ils répondent et pour lesquels pardon, ils rédigent des consultations. Donc en fait, avec le point que vous avez évoqué et celui que je viens d'évoquer, on voit bien que pour l'avocat, il y a deux grandes missions. Une mission de défense et de représentation devant les tribunaux et les cours, et d'un autre côté, une deuxième grande mission de conseil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une difficulté d'ordre juridique, dans quelque matière que ce soit, il y aura un avocat qui peut vous conseiller, vous aider, même sans aller jusqu'au contentieux. D'accord. Donc en fait, par rapport à ce qu'on s'imaginait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de conseils que de grands plaidoyers devant le tribunal qui pourraient durer 2 heures. Ça existe moins ça, hein, j'ai l'impression. Exactement, et d'autant D'accord. plus, pour les plaidoyers qui durent 2 heures et parfois, à une certaine époque, qui pouvaient durer des jours entiers, hein, quand on pense Ouais, 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 aux tout à grands fait. procès. Par exemple, celui de Maurice Papon, c'est des plaidoiries qui, il me semble, ont duré 3 jours. Ouais, Alors aujourd'hui, en plus, le temps judiciaire est beaucoup plus restreint qu'avant, c'est-à-dire que les magistrats sont face à une surcharge de travail. ouais. Si bien qu'en fait, les avocats ont un temps de parole qui est très réduit.
Et donc, les d'accord, plaidoiries qui peuvent également avoir lieu, par exemple, devant un conseil de prud'homme ou devant le pôle social du tribunal judiciaire, hein, en particulier pour les personnes en situation de handicap, il y a bien une plaidoirie, mais celle-ci est plus courte. En général, elle dure de 15 minutes à une demi-heure. d'accord. Ah oui, c'est compact, c'est compact. D'accord. Alors, très très concrètement, on a une première question qui nous a été posée, concernant l'aide juridictionnelle. Imaginons que je souhaite bénéficier de l'aide d'un avocat ou d'une avocate, je n'ai pas les moyens. Quel dispositif puis-je mobiliser et où le trouver? Est-ce que vous pouvez nous aider, nous éclairer? Bien sûr, avec plaisir, Simon, d'autant que certains de ces dispositifs sont parfois mal connus. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, si vous avez besoin d'un conseil, vous ne pouvez pas faire appel directement à l'aide juridictionnelle. Mais en revanche, vous pouvez accéder à un avocat dans le cadre d'une consultation gratuite. Alors, la seule chose avec ces consultations gratuites, c'est que parfois elles sont spécialisées, je vais vous en parler tout de suite, et parfois elles ne le sont pas. Si bien que l'avocat que vous aurez en face de vous sera généraliste et ne pourra peut-être pas répondre avec précision à la problématique que vous rencontrez. Quant aux consultations gratuites spécialisées, donc elles se développent, et alors je parle pour mon barreau hein, à Paris, qui est évidemment le plus grand et également le mieux fourni en matière d'accès aux droits. Il y a des consultations gratuites spéciales handicap qui ont lieu au nouveau palais de justice, qui est maintenant situé dans le 17e. Voilà, effectivement, en ce moment, à cause du confinement, ces Ouais, consultations n'ont pas lieu, mais habituellement, il me semble que c'est tous les mercredis après-midi, se renseigner sur le site du palais de justice de Paris, il y a bien des consultations gratuites spécialisées par des avocats qui sont inscrits sur des listes à cet effet. Autrement et pour les régions, vous pouvez vous renseigner auprès du tribunal, de la mairie ou de la maison de justice et du droit. Voilà pour les consultations, le conseil. Maintenant, en admettant, Simon, que vous avez pris les conseils que vous souhaitiez par ailleurs et que cette fois-ci, vous souhaitez faire une action, par exemple contre la MDPH, devant un tribunal. Alors, il y a deux dispositifs qui peuvent être mobilisés. Il y a un premier dispositif effectivement public qui s'appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que si vos revenus sont en dessous d'un certain montant, qui est modulé en fonction des enfants que vous avez à charge ou des personnes que vous avez à charge, vous pouvez effectivement demander d'avoir accès à un avocat qui sera rémunéré par l'État. Voilà. L'aide juridictionnelle, elle peut être totale, c'est-à-dire que rien ne restera à votre charge, ou, en fonction de vos revenus, encore une fois, elle peut être partielle, et dans ces cas-là, il faudra conclure un contrat avec l'avocat au terme duquel vous libérez une partie de ses honoraires. d'accord. Oui, c'est très intéressant. Il y a aussi, une question qu'on se pose souvent, qui est un petit peu liée d'ailleurs ou pas, vous allez nous éclairer, concernant, le contrat de protection juridique. En fait, comme, beaucoup, j'en ai peut-être un, il faudrait d'ailleurs que je vérifie, heu, mais, surtout, je ne sais pas, à quoi il sert, je ne sais pas non plus comment l'utiliser, comment l'activer. Là encore, j'aimerais que vous puissiez, nous aider. Oui, bien sûr. Alors, le contrat de protection juridique, c'est en fait un contrat d'assurance. Et très souvent, il est adossé à des contrats d'assurance existants que vous avez pu souscrire, par exemple avec votre contrat d'assurance habitation Oui, c'est ou ça. Mmh. auprès de votre banque. Il suffit donc de reprendre vos contrats, si vous en avez gardé précieusement la copie, ce que je vous conseille toujours. Sinon, d'appeler voilà, des organismes assureurs et de leur demander si vous avez un contrat de protection juridique. Auquel cas, il faut l'analyser et il faut voir si la procédure que vous souhaitez exercer, par exemple devant le code social du tribunal judiciaire, est bien comprise dans cette garantie. En général, je vous confirme qu'elle l'est. Et alors, ce qu'il y a de très important à savoir, c'est qu'on ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle dont je vous parlais juste avant que si notre contrat de protection juridique ne prend pas en charge
le contentieux qu'on veut exercer. C'est-à-dire que l'aide juridictionnelle est subsidiaire au contrat de protection juridique. Voilà, donc Simon, pour répondre succinctement à votre question, bien regarder son contrat, appeler Ouais. ses assureurs et ensuite communiquer cette réponse-là à l'avocat que vous aurez choisi. D'accord, très bien. Merci pour cette clarification. Alors, comme, vous êtes un petit peu spécialisé, autour de la MDPH, vous imaginez bien qu'on vous a préparé quelques petites questions. La première, comment réagir en cas de désaccord avec la MDPH? Par exemple, si j'ai un plan d'aide à l'autonomie, revu à la baisse, cas qu'on voit malheureusement de plus en plus souvent. Tout à fait. Et plus généralement, hein, même pour les personnes qui sans bénéficier de la PCH, bénéficient de l'AAH, de l'AEH, des compléments et allocations assimilées, on voit très souvent qu'un petit peu artificiellement, ou du moins arbitrairement, la MDPH diminue les droits d'une personne, alors que son état de santé et son handicap n'ont ni changé ni disparu. Voilà. Je m'explique, hein, je pense que vous arrivez à la même conclusion que moi, pour des raisons budgétaires, mais qui peuvent qui ne sont absolument pas justifiées, en droit. Alors, dans le cas précis que vous m'exposez, par exemple, donc un plan d'aide à la baisse, donc, sachez dans un premier temps que la MDPH doit toujours vous fournir l'évaluation médico-sociale qui a été effectuée avec le minutage qu'elle a retenu. Et si tel n'est pas le cas, il faut commencer par demander cela, car ces documents ont dû servir en fait de base à l'établissement du plan d'aide. Une fois que vous avez obtenu cela, ou d'ailleurs si vous n'arrivez pas à l'obtenir, il faut exercer absolument un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un recours gracieux, mais qui est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Et donc, il faut adresser à la MDPH en courrier recommandé avec accusé de réception en expliquant bien les raisons pour lesquelles vous désapprouvez le plan d'aide à la baisse. D'accord. Alors, on a une autre question relative, cette fois-ci, aux prestataires à domicile. Alors, comment faire en cas de refus d'intervention de mon prestataire à domicile pour mes actes de vie quotidienne? Comment réagir? En fait, cette question-là, elle est un petit peu aussi liée au contexte que nous vivons aujourd'hui, le Covid, la raréfaction, de l'aide humaine, forcément parce que beaucoup d'entre elles ont des enfants et donc ont dû, et c'est normal, partir s'en occuper. Mais il n'empêche, on a des situations qui nous inquiètent, des personnes qui nous disent, ben, c'est plus difficile qu'avant de trouver de l'aide. Le prestataire à domicile, certains sont très professionnels, d'autres un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a vraiment une carence, une insuffisance? Comment on peut se défendre? Alors, il faut signaler absolument à chaque fois par écrit, ça peut prendre la forme d'un mail tout à fait cordial d'ailleurs, et donc faire cet écrit à chaque fois que votre aide à domicile ne se présente pas. Vous faites cet email au service prestataire. Et vous le faites également, parce que je sais qu'il y a des abus de cette nature qui arrivent plus fréquemment qu'on ne le pense, quand Ah votre bah aide à oui, domicile arrive tard, part plus tôt, n'effectue pas certaines tâches qui sont prévues au contrat. Voilà. Et vous décrivez succinctement le manquement. Parce que si les manquements persistent, vous adresserez ensuite un courrier recommandé, hein, en dernier ressort au service prestataire, en le mettant en demeure de respecter ces obligations qui sont des obligations qui sont prévues au contrat et pour lesquelles il y a une contrepartie, pour lesquelles il y a une rémunération. ouais, tout à Et fait. voilà. Et à ce moment-là, si ces manquements sont répétés, trop fréquents et substantiels, c'est-à-dire que bien sûr, on ne fait pas d'écrit quand la personne arrive de nous faire part, mais voilà, à chaque fois que l'obligation n'est pas totalement respectée, il y a un mécanisme dans le code civil qu'on appelle l'exception d'inexécution et qui vous permet, si le manquement, comme je le disais, est suffisamment grave, de diminuer le règlement qui est versé chaque mois, chaque semaine,
aux prestataires d'aide à domicile. Voilà. Et sachez que si cela perdure, et si bien sûr vous pouvez trouver une autre solution pour vous aider à domicile, vous pouvez également résilier le contrat pour une exécution et vous n'aurez pas de frais à votre charge. De pénalité. Ben, merci de cette précision. Je crois qu'elle est assez importante pour nous, surtout compte tenu du contexte et puis même après, pour la suite. Alors, toujours une question encore d'actualité pour quelques semaines. Puis-je utiliser plusieurs fois la dérogatoire de sortie en rayant la date et l'heure et en inscrivant. Alors attendez, je vais la reprendre. Puis-je utiliser plusieurs fois la même feuille d'autorisation obligatoire de sortie en rayant la date et l'heure et inscrivant au stylo en dessous? Comment contester? En fait, vous voyez, c'est la fameuse feuille d'autorisation de sortie qui pour nous est. Oui, oui, Johan? Ah oui, Ah oui, bien sûr. d'accord. Vous m'entendez mieux là? Oui, là, c'est mieux et merci Johan, j'ai ouvert l'onglet conversation, donc là, ça va aller mieux. OK, excuse-nous. Merci. Alors, je vais peut-être reposer, encore une fois la question. Donc, concernant la fameuse autorisation de sortie, la question est la suivante: puis-je utiliser plusieurs fois la même feuille d'autorisation obligatoire de sortie en rayant la date et l'heure, en inscrivant au stylo en dessous ou au-dessus? Comment contester aussi? Parce que, les contrôles sont un petit peu, ils sont à la fois nécessaires, mais on note aussi que certains policiers peuvent être très tatillons. Oui, tout à fait. Alors, question intéressante. Alors, je vous déconseille, hein, très fortement de rayer la date et l'heure pour en écrire à chaque fois une nouvelle, parce que du coup, cette attestation, du coup, ne sera pas claire et il me semble que c'est même le 1er ministre, hein, Édouard Philippe, qui a dit qu'à chaque fois qu'il y avait une sortie, à chaque sortie doit correspondre une attestation. Voilà, donc c'est un petit peu fastidieux, mais voilà, il faut remplir une attestation chaque jour. D'accord et si on estime que, lors d'un contrôle et bien, nous ne sommes pas enfin, comment dire? Nous ne sommes pas d'accord avec le policier, ce qui peut arriver, on estime être dans son bon droit, avoir respecté, les règles, par exemple, une course à la pharmacie et que pour nous, l'amende qui nous est, imposée et ben, on estime qu'il y a pas lieu. Est-ce qu'il y a possibilité de contester? Alors Heu oui, tout à fait, Simon. Si vous estimez que l'amende est injustifiée et que vous pouvez le prouver, vous pouvez effectivement la contester. Car attention, si vous contestez et que vous ne pouvez pas prouver ce que vous avancez, vous risquez une majoration, hein, si le juge estime que l'amende est Ah ouais. justifiée. Cependant, si vous avez des justificatifs, vous pouvez contester dans un délai de 90 jours. Hein, c'est un délai qui a été doublé par l'une des ordonnances du 25 mars 2020, parce qu'habituellement, le délai pour contester une contravention est de 45 jours. Et alors, comment faire? Donc, vous pouvez effectuer cette contestation en ligne sur le site de l'ANTAI, qui est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Si vous n'avez pas Internet ou que votre connexion passe mal, vous pouvez également contester par courrier que vous adressez à l'officier du ministère public du tribunal de police près de chez vous. Et alors, quel justificatif joindre pour contester la contravention? Donc, non seulement un courrier explicatif, impérativement le procès-verbal de contestation, l'attestation que vous avez présentée lors du contrôle et, si vous l'avez, le justificatif de votre sortie. Par exemple, votre convocation chez le médecin ou le ticket de caisse si vous sortiez pour un achat de première nécessité. D'accord, merci de ces précisions, importantes. Alors, une autre question,
je suis convoqué au tribunal parce que j'ai fait une grosse bêtise, il n'est pas accessible. Que faire? Et puis-je voir les poursuites, que je pourrais encourir être annulées, du fait de l'inaccessibilité du tribunal? Alors vaste question Simon. Donc, concernant l'accessibilité du tribunal, bon, alors en 1er lieu, il devrait l'être, hein. En tout cas, tous les tribunaux judiciaires qui disposent d'un pôle social, devraient l'être et ce, en vertu donc de la loi, PMR sur, l'accès des personnes à mobilité réduite, hein, qui impose donc que, tous les établissements qui accueillent du public puissent avoir un accès spécial pour les personnes à mobilité réduite. Alors, pour ce qui concerne le tribunal judiciaire de Paris, hein, quel que soit le pôle devant lequel vous êtes convoqué, pénal ou social, euh, je sais qu'il est entièrement accessible. Euh, l'ancien tribunal de Paris qui se situe sur l'île de la Cité et qui accueille toujours les services de la cour d'appel. Alors effectivement, c'est un bâtiment très ancien, mais il y a un moyen d'accéder pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, il faut juste bien se renseigner et évidemment prendre une large marge avant de s'y rendre. Si jamais vous constatiez que ça n'était pas le cas, hein, dans le tribunal proche de chez vous, dans le cas où vous y seriez convoqué, donc je vous conseille de saisir le défenseur des droits. Et pour cela, il y a une manière très simple de le faire, hein, en ligne, sur la page d'accueil. Vous pouvez immédiatement signaler ce genre de défaut d'accessibilité. Et ensuite, il y aura également la possibilité d'écrire au magistrat qui vous a convoqué pour lui signaler que vous ne pouvez vous rendre à sa convocation, étant donné que les lieux ne sont pas physiquement accessibles. Alors ensuite, dans ce qui concerne, comme vous le disiez, l'annulation des poursuites, alors c'est un petit peu délicat de répondre comme ça à cette question dans la mesure où très souvent la personne peut aussi se faire représenter, hein, soit par un parent, soit par D'accord. un avocat. Donc voilà, il faudrait voir en fait vraiment au cas par cas, sinon. D'accord, entendu, c'est noté. On ne pourra pas échapper à la justice et c'est normal quand même. Heu, alors, une question un petit peu plus dans que vous devez à laquelle vous avez été, je pense, déjà confronté. J'ai mon fils handicapé qui est passé récemment de l'AEEH à la PCH depuis mars 2020. L'auditeur nous dit: «J'ai 2 questions. Est-ce que je dois déclarer la PCH enfant à la CAF pour la déclaration de mon RSA en tant que revenu?» Peut-être première question, est-ce que vous voulez, nous apporter une première réponse ou bien je continue l'exposé de la question? Comme vous voulez, maître Pierry. Et ben, si vous voulez terminer la Je question et je puis ensuite je poursuis le petit reprendrai. exposé? Oui? D'accord. Alors, vu que cela a pris 1 an et que la PCH est non imposable depuis janvier 2020 et que je dois informer est-ce que je dois informer quand même les impôts pour l'année 2019? Question un petit peu complexe. La CAF m'a donné 2 versions concernant la déclaration PCH pour mon RSA. J'ai peur de me retrouver comme certaines familles à qui la CAF a demandé de rembourser le trop perçu. Ce n'est pas clair au niveau de la CAF qui met PCH enfants et adultes au même niveau. J'aimerais que vous étudiez ce que dit la CAF à ce sujet et ce que dit la loi. J'espère pouvoir avoir une réponse. Cela me fait pas mal de soucis. J'ai oublié de préciser que je n'ai pas déclaré la PCH pour le coup à ma déclaration trimestrielle. Voilà, alors je vais peut-être vous laisser nous éclaircir un petit peu le sujet. Sur chacun des points, très bien. Alors, tout d'abord, donc sur le rapport entre la déclaration de revenus aux impôts et la CAF. Donc chaque année, heu, comme tout citoyen, donc vos revenus, doivent être déclarés aux impôts et cette déclaration est transmise à la CAF. Même si vous n'avez pas de revenus ou en tout cas pas de revenus imposables, il est conseillé de faire une déclaration aux impôts.
Ensuite, votre CAF calcule donc automatiquement vos droits aux prestations à partir des éléments qu'elle a reçus. Et la mise en place du prélèvement à la source en janvier dernier n'y change rien. Cette année encore, il faut continuer à remplir la déclaration annuelle de revenus. Donc, la déclaration des revenus 2018 permet d'étudier les droits aux prestations pour 2020, étant donné que l'année 2019 a été une année blanche, comme on l'a appelé. Mmh. Et si pour une raison quelconque, la CAF n'a pas pu obtenir ces informations, il faut alors faire la déclaration en ligne sur le site de la CAF. Alors, pour entrer dans le vif du sujet sur la question de madame, donc il y a deux choses à distinguer. Par rapport à la CAF, les ressources qui sont prises en compte pour attribuer ou non le RSA, et par rapport au service des impôts, les sommes d'argent qui sont prises en compte ou non pour déterminer si on est imposable. Donc, d'après la question de madame, je suppose que son fils a plus de 20 ans et que c'est la raison pour laquelle elle est passée de l'AEH à la PCH, étant donné que pour les enfants de moins de 20 ans, l'AEH et la PCH sont cumulables. Donc, la situation de madame va changer du fait que son enfant ait atteint la limite d'âge de 20 ans. Mais la loi, sur ce point, n'a pas changé récemment. Donc, lorsqu'il y a un cumul de la PCH enfant et de l'AEH, il n'y a pas d'incidence sur le RSA du parent. Et ça résulte notamment d'une décision du Conseil d'État du 10 février 2017. Et donc, quand l'enfant a moins de 20 ans, on peut bien cumuler le RSA et la PCH enfant. En revanche, on ne cumule pas la PCH et en revanche, si on ne cumule pas la PCH et l'AEH, donc si on ne perçoit que la PCH, il y a bien une incidence sur le RSA du parent. Donc, à la question, est-ce que je dois déclarer la PCH enfant à la CAF pour la déclaration de mon RSA en tant que revenu? La réponse est oui, si votre enfant a plus de 20 ans et que vous êtes l'aidant familial dédommagé au titre de la PCH. En revanche, si vous rémunérez un service extérieur pour assurer cette aide humaine, alors le montant de la PCH n'aura pas d'incidence sur votre RSA. Sur la deuxième partie de la question, donc concernant l'imposition, donc là encore, il y a une distinction. Selon les modalités de versement de la PCH. Donc, soit le montant versé au titre de la PCH concerne une aide technique ou une aide à l'aménagement du logement, soit, comme c'est le cas de madame, la PCH est versée au titre de l'aide humaine. Et c'est là où il y a une différence entre avant 2020 et après 2020. Donc, avant 2020, la PCH pour l'aide technique ou l'aide à l'aménagement du logement est affranchie d'impôts. Ça résulte d'un article du Code général des impôts. Et cela continue après 2020. En revanche, les changements concernent les sommes perçues à titre de dédommagement pour les aidants familiaux. Et en fait, ce sont ces sommes-là, comme vous suggérez madame dans sa question, qui ne sont plus imposables depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ça, ouais, tout à fait. J'en avais pas connaissance et c'est bien parce que nos aidants, on en a grand, grand, grand besoin et ils méritent aussi, un petit peu plus de soutien et donc c'est le cas et tant mieux. Heu, Exactement. Voilà. Et alors alors, il y avait juste, oui, pardon Simon, une dites-moi. troisième partie de cette question, où madame disait: «Vu que la PCH est non imposable depuis janvier 2020, est-ce que je dois informer quand même les impôts pour l'année 2019?» Alors, pour l'année 2019, il n'y a pas de déclaration à remplir. La déclaration, elle est à remplir sur les revenus de l'année 2018. Donc, si en 2018, vous avez touché l'AEH et le RSA, qui sont non imposables et que ce sont vos seuls revenus, vous ne serez pas imposé. En revanche, si vous avez perçu des sommes en tant qu'aidant familial pour 2018, il faut les déclarer et ces revenus seront imposables. Eh ben, merci beaucoup pour cette clarification parce que je vous cache pas que c'est pas très simple. Non. On est en pleine période en plus de déclaration, des impôts. Il faut pas faire de bêtises et moi j'attire juste, petite attention, faites attention à la déclaration
automatique que nous vend le fisc actuellement sur Internet, il y a des oublis, hein. Il y a des oublis et notamment, pour avoir rempli la mienne, tout ce qui est relatif à, l'aide humaine. Bizarrement, tout ça, ils ne connaissent pas les chiffres. C'est bien à nous de bien remplir pour remplir la mienne. Et il faut être très, très, très prudent et ne pas signer trop vite sa déclaration. Voilà. Alors, maintenant, on a une question. Je vais vous la lire tout simplement. Mon frère et moi avons fait l'objet d'une contravention de stationnement alors que ma carte d'invalidité était bien apposée derrière, son pare-brise. Aujourd'hui, après moult pérégrinations administratives, la justice nous a donné raison et a ordonné sous un mois à la mairie de Paris de nous rembourser. Le délai a été dépassé et nous n'avons aucune nouvelle ni de la mairie de Paris, ni de l'ANTAI, Agence de traitement automatisé des infractions. Nous envisageons de mandater un huissier pour obliger la mairie de Paris à respecter la décision de justice. Quel est l'avis de Maître Pierry sur ce sujet en particulier? Est-ce que meilleur moyen pour récupérer notre argent, est-ce le meilleur moyen pour récupérer notre argent indûment taxé? Je précise que Jacques Gonzalez, CAPFD du 75, est dans le même cas que nous et très sûrement d'autres personnes en situation de handicap ayant fait les frais d'une politique de verbalisation frénétique et sans contrôle de sociétés de sous-traitance de la mairie de Paris. Le stationnement et les contraventions pour les PMR, c'est un vaste sujet. On vous écoute, Maître Pierry. Oui, alors en soi, c'est un très bon réflexe de penser à faire appel au service d'un huissier pour faire exécuter une décision de justice en votre faveur. Seulement, sachez que vous allez devoir avancer les frais et qui vont peut-être très certainement être égales à la somme que vous souhaitez récupérer. Si j'ai bien compris, il s'agissait d'une contravention de 100 euros. Donc, ce que je vous conseille, et moi ce que je fais dans les dossiers pour mes clients, c'est d'écrire en fait, avant tout à la partie qui a été condamnée. Dans votre cas, si c'est la ville de Paris, vous écrivez à la ville de Paris, vous essayez de trouver un mail sur internet. Aujourd'hui, on arrive facilement à deviner les adresses email des agents, étant donné que les adresses mail sont toutes sur le même modèle. Et si c'est l'ANTAI qui a été condamné à vous rembourser, vous saisissez l'ANTAI et là, vous pouvez le faire directement via leur adresse email. Vous leur écrivez bien avec votre RIB et avec la décision de justice en pièces jointes. Parce qu'en fait, il est possible que les parties, et souvent c'est le cas pour les administrations, qu'elles ne soient pas présentes à l'audience, ou que la décision est atterrie dans le mauvais service. J'ai déjà vu ça à de multiples reprises, et donc ce n'est peut-être pas de la mauvaise volonté de l'administration, mais bien en fait un défaut de connaissance de cette décision. Voilà, donc je vous conseille d'écrire à la partie qui a été condamnée un email assez ferme pour les mettre en demeure de vous régler cette somme. D'accord, très bien. Alors, un autre sujet qui touche pas mal d'adhérents, relatif aux pannes sur les fauteuils roulants électriques. Je vais vous lire la question. Bonjour, depuis des années, je me pose une question. Je me déplace souvent en ville avec mon fauteuil roulant électrique, mais en cas de problème, en l'occurrence une panne, euh, oui, un automobiliste, lui, peut faire appel à une assistance, mais moi ou nous autres utilisateurs de fauteuils roulants, il n'y a pas d'assistance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui se tourner? Voilà un petit peu la question. Oui. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais certains fauteuils roulants sont au regard de la loi, c'est un article du Code des assurances, considérés comme des véhicules à moteur. Il faut donc opter pour une assurance dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Alors, cela relève ensuite du droit privé, et cette question de savoir si vous avez le droit à une assurance va dépendre des termes, bien sûr, du contrat qui a été signé avec l'assureur. Et si le contrat que vous avez signé ne prévoit pas d'assistance, malheureusement, vous ne pouvez pas la contraindre
à vous assister en cas de panne. Donc pour ça, je vous renvoie vraiment au contrat que vous avez signé. C'est vrai qu'après, je ne sais pas ce qu'il en est en matière de lobbying dans cette matière pour que les législateurs puissent imposer éventuellement aux compagnies qui assurent les fauteuils électriques de proposer obligatoirement une assistance. Je ne sais pas si vous avez un Alors, élément. à ma connaissance, mais là, c'est mon cas personnel, mais à ma connaissance, je crois que depuis un an, nous avons l'obligation de circuler avec une assurance pour assurer les dommages qu'on pourrait causer à un tiers. Hein, ça, c'est une assurance qui, je crois, Responsabilité civile. c'est une extension en fait. C'est Oui, une extension où c'est soit une extension, soit vraiment une assurance spécifique. C'est soit l'un, soit l'autre, parce que toutes les responsabilités civiles, c'est pas automatique ce que je veux dire. Je sais pas si je suis oui, clair, si, mais si, en tout tout à fait, cas, je comprends. pour moi, ça n'était pas compris dans ma responsabilité civile, donc j'ai dû souscrire auprès d'un autre assureur vraiment une assurance spécifique pour couvrir les dommages que je pourrais causer à un tiers. En revanche, à ma connaissance, mais il faudrait quand même que je vérifie, mais il n'y a pas dans le contrat que j'ai souscrit, je ne suis pas couvert en cas de dommage sur le fauteuil. C'est-à-dire que si mon fauteuil électrique tombe bêtement en panne, ben en gros c'est pour ma pomme. Parce que j'ai probablement pas souscrit les options le ou les options, si elles existent, parce que j'en suis même pas convaincu, qui pourraient permettre un dépannage. Donc voilà un peu les problématiques auxquelles on est confronté. Un début de solution peut-être qu'on a construit avec l'APF, c'est que à Courbevoie, il y a une Matériel Tech qui se trouve au 44 rue de Colombe et elle peut intervenir un petit peu dans ce cas-là, c'est-à-dire un usager qui aurait un problème avec son fauteuil, on peut, avec quelques guillemets et les bons papiers, éventuellement réfléchir à un prêt de fauteuil en remplacement sur plusieurs semaines, moyennant l'habilitation de conduite absolument indispensable pour les utilisateurs de fauteuils électriques. Donc voilà, constatant un petit peu cette carence et ce besoin, depuis quelques années, c'est monté donc cette Matériel Tech à Courbevoie. Éventuellement, on pourra donner les coordonnées de la personne qui s'en occupe. N'hésitez pas à nous laisser un message sur l'adresse de la radio et on vous répondra. Oui. Voilà, Et puis alors pour compléter peut-être un tout petit peu oui, votre réponse, mais alors cette fois d'un point de vue juridique, j'ai essayé de l'envisager sous un autre angle et si jamais cette panne, encore faudra-t-il le prouver bien sûr, mais en fait résultait d'un défaut du fauteuil électrique en lui-même ou encore d'un vice caché, vous pourriez agir contre le vendeur du fauteuil électrique, hein, donc ça, ce sont des actions qui sont prévues dans le code civil. Et c'est en général dans un délai de 2 ans à compter de l'achat ou à d'accord. compter de la découverte du vice caché. Et par cette action, il sera possible de demander voilà, la réparation, le remplacement ou le remboursement. Mais encore faut-il que ça soit lié, voyez, à un défaut intrinsèque du matériel. Ouais, c'est quand même très intéressant parce que on est confronté, même à l'achat des fois à du matériel, disons-le franchement, pas toujours de très bonne qualité et moi-même j'ai été confronté, je pense à un défaut, structurel et a été complètement démuni par cette situation. Donc Sachez que merci vous avez vraiment une action. Voilà. de ces précisions. Voilà. Alors, une autre question, j'ai une sœur et un frère handicapés, ils ne sont pas masqués. Que faire pour avoir des masques? Alors ça, c'est vrai que maintenant, les choses ont bougé, hein, depuis la prise de parole du Premier ministre. On espère que ça s'améliore, maître Oui, Pierry. effectivement. Alors, sous la réserve quand même, Simon, que communiquer n'est pas légiférer. Donc c'est vrai qu'on a tout un tas d'effets d'annonce depuis le début de cette crise qui nous annonce tout un, toute une série de dispositifs Toute une exceptionnels. Hein. armada, ouais. Exactement. Toutefois, c'est vrai que voilà, il y a certaines mesures qui peuvent parfois être
un petit peu plus longue à la mise en œuvre. Donc, moi, ce qui me semblait déterminant dans cette question, c'est quel type de masque, hein, parce qu'on entend parler de tout type de masques, hein, Tout que à ce soit les fait. masques chirurgicaux, les masques FFP2, donc les fameux masques en bec de canard, les masques lavables et réutilisables. Alors, on a ceux qu'on fait en système de chez nous, on a ceux maintenant qui sont disponibles dans les pharmacies. Euh, voilà. Alors, sachez que les deux premiers types de masques, hein, donc les masques chirurgicaux et les masques FFP2, hein, qui sont apparemment euh, Les plus le mieux à même, protecteurs. ouais, tout Hmm. à fait, le mieux à même de nous protéger, sont délivrés donc sur prescription médicale. Donc, madame Ah, pourrait les d'accord. autres. Voilà. Il Donc, faut il est quand même la possible. prescription du médecin. Je peux pas aller à la pharmacie, dire gentiment, je veux un masque, on me le donnera pas. Hein? Alors, si, on peut les avoir, mais ça va concerner les masques lavables et réutilisables. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. qui sont appelés les masques grand public. D'accord, entendu. Voilà, mais donc ça sera possible sur prescription médicale. Donc bon, il faudrait contacter pour ça le médecin traitant des frères et sœurs, et ça pourra leur être délivré s'ils sont contaminés ou s'ils sont susceptibles d'être contaminés. Voilà, donc ça, D'accord. à négocier avec le médecin. Ensuite, peut-être un autre conseil, madame, c'est essayer de solliciter votre mairie, hein, tout simplement par un coup de fil, parce que je sais que dans certaines communes, hein, notamment dans le sud, je crois que c'est à Cannes, il y a des distributions de masques qui avaient été annoncées. Euh, voilà. Mais ensuite, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositions particulières qui permettent aux personnes en situation de handicap de se procurer prioritairement des masques chirurgicaux ou FFP. D'accord. Bon, moi, les masques lavables existent, mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus évident quand même, hein. Vous pouvez l'imaginer, ça demande une attention qui peut ne pas être facile à respecter, mais c'est une avancée. Heu, alors alors là, autre sujet, intéressant. Là aussi, je vais vous lire le sujet. Alors, un adhérent a eu des mails, puis des recommandés à cause de téléchargements de films considérés comme illégal. Il encourt maintenant une amende de 7 500 € s'il se fait de nouveau épingler. Nous nous posons la question de l'accès à la culture. Cet adhérent argumente qu'il a des difficultés à se déplacer et surtout que les cinémas ne sont pas accessibles, ne sont pas suffisamment accessibles aux fauteuils roulants ou cet usager est très mal placé dans le cinéma, souvent devant les entrées ou sorties de secours. Il ne comprend pas pourquoi il est discriminé et souhaiterait pouvoir visionner les derniers films comme la majorité des citoyens. Il vit en appartement. Donc la question c'est, les questions c'est quelle posture adopter face à Adopi? Peut-il réclamer la suppression des avertissements et repartir à zéro? Alors, merci pour cette question. Alors, je pense qu'on peut déjà partir de la définition de la discrimination qui nous est donnée par le dictionnaire Larousse. Donc, une discrimination, c'est le fait de distinguer et de traiter différemment, et le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité, notamment donc en raison du handicap, hein. Donc la discrimination, c'est bien une infraction qui est prévue et réprimée par le code pénal. Donc, est-ce qu'en l'espèce, l'ADOPI, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Donc, est-ce que l'ADOPI discrimine quelqu'un qui serait en fauteuil roulant et qui regarderait les derniers films sur Internet par rapport à une personne qui peut se rendre dans une salle de cinéma? Alors, en l'espèce, l'ADOPI, elle a mis en œuvre ce qu'on appelle la réponse graduée, c'est-à-dire qu'elle a averti monsieur euh, par mail successif, hein, en lui disant attention, la prochaine fois, vous serez puni. Donc, pour le visionnage de ces œuvres cinématographiques sans contrepartie financière. Mais l'ADOPI, elle aurait envoyé cette réponse graduée à toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non. Et donc, on a bien deux choses différentes. On a l'interdiction du téléchargement, hein, qui est un téléchargement en réalité illégal, et donc pour lequel on ne paye pas les œuvres cinématographiques qu'on voit.
Et donc, elle répond de la même manière qu'elle répondrait, comme je vous l'ai dit, à tout citoyen qui se lèverait à ce téléchargement illégal. Donc, pour moi, en la matière, il n'y a pas de discrimination de la part de la DOPI. Et donc, il faudrait conseiller à cette personne d'arrêter ces téléchargements. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de plateformes qui permettent de visionner les derniers films, parfois même avant la sortie en salle de cinéma. Alors, c'est vrai qu'ensuite, il y a un véritable problème. Et là, on revient, Simon, au problème de l'inaccessibilité persistante pour les personnes à mobilité réduite de certains équipements publics. Donc là encore, je vous referai la même réponse que j'ai faite par rapport au tribunal, c'est que en théorie, les lieux accessibles au public devraient être accessibles. Bien qu'évidemment, bon, il y a des dérogations et les cinémas en font peut-être partie, par exemple, s'il y a une impossibilité technique par rapport au terrain ou que votre cinéma se situe dans un bâtiment historique ou encore que les coûts envisagés seraient disproportionnés par rapport à l'activité du commerce. Mais dans ce cas-là, là encore, je vous conseille d'écrire aux défenseurs des droits pour signaler l'inaccessibilité de ce cinéma. Voilà. D'accord, entendu. Bon, c'est une réponse qui malheureusement satisfera pas forcément tout le monde, mais elle a le mérite de respecter le droit et de clarifier les choses. Donc, elle est bonne. Pas de Euh, téléchargement illégal, Simon. voilà, c'est entendu. Alors, euh, autre sujet qui est apparu pendant le confinement, et là, je vous cache pas qu'il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude parce que ça concerne le service de la SNCF qui s'appelle Accès Plus. Je vous lis la question et je l'ai moi-même constaté. Et voilà, je vais vous lire la question parce que ça m'inquiète. Je souhaiterais réserver un billet de train. Le service Accès Plus, service qui est le service de la SNCF qui aide les personnes à mobilité réduite à accéder au train notamment, n'est pas disponible, que ce soit avant la date du 11 mai ou après, même encore, je crois, la semaine dernière. Il n'est donc pas possible pour certaines personnes dépendantes de pouvoir prendre le train alors que c'est possible pour les citoyens valides. Pouvons-nous demander à Accès Plus de remettre en place cette aide? Parce que pour nous, il y a une discrimination. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que quand j'ai été confronté à ce problème, je peux vous dire que c'était vraiment la douche froide et l'incompréhension la plus complète. Oui, et je vous comprends. Alors, en préambule, pour nos auditeurs, donc il faut déjà donc s'assurer que le billet de train à réserver il est pour un déplacement qui est bien évidemment autorisé et Tout s'il à est à fait. réserver pour une date après le 11 mai, donc voilà, de la même manière, là, au vu des décisions qui ont été prises hier, il faudra justifier, il me semble, si le déplacement est supérieur à 100 kilomètres. Oui, Si le billet de train est à réserver pour un déplacement autorisé et que vous pouvez le justifier, donc je vous conseille d'écrire à la SNCF, soit par email, soit par lettre recommandée, si vous pouvez vous déplacer à la poste, pour demander à bénéficier de ce service. En effet, voilà, il ne suffit pas malheureusement en droit de déplorer euh, que quelque chose est disparu, mais encore faut-il se ménager la preuve. Et donc, en envoyant euh, ce courrier, vous aurez une preuve par la suite que vous avez bien constaté donc, que ce service Accès Plus auquel vous avez habituellement droit ne marchait pas. Toutefois, c'est vrai qu'au vu du contexte très particulier et inédit que nous rencontrons, la SNCF pourrait vous répondre que les agents qui sont habituellement affectés à l'aide des personnes à mobilité réduite pour accéder au train ne disposent pas des protections nécessaires pour assurer leur sécurité ou quand ils ont fait valoir leur droit de retrait. Et auquel cas, c'est vrai qu'on est face à deux droits qui s'opposent. Le droit à la sécurité des salariés et la liberté d'aller et venir des personnes en situation de handicap et qui doivent pouvoir prendre le train avec tous les aménagements qui s'imposent. Voilà, donc je suis désolée pour cette réponse un petit peu
en demi-teinte, mais voilà, n'hésitez pas et peut-être collectivement même, hein, si vous constatez cela à plusieurs, à écrire à la SNCF, à signaler, encore une fois, aux défenseurs, des droits, hem et ensuite, pourquoi pas, hein, là, il faudrait voir vraiment par rapport au code pénal si toutes les conditions sont remplies, mais à déposer une plainte contre la SNCF pour avoir refusé, la fourniture du service. Voilà. D'accord, bon, on peut espérer qu'après le 11 mai, les choses reviennent un peu plus à la normale. C'est tout ce qu'on espère. Merci. Alors, là, une, question que je vais vous lire. Depuis un certain temps, je m'aperçois que certains hommes ou femmes utilisent pour obtenir des titres de séjour, des Français ou Françaises handicapés pour obtenir ce fameux sésame. Titre de séjour, attendez, je vais relire la question parce qu'elle était un peu délicate. Depuis un certain temps, je m'aperçois que certains hommes ou femmes utilisent pour obtenir des titres de séjour des Français ou Françaises en situation de handicap pour obtenir ce fameux sésame. Une fois obtenu, pour rester sur le territoire, ils retirent les enfants aux parents français. Généralement, ce sont des mariages gris à but économique, et migratoire. Que dit la loi? Comment nous protéger? Je vous cache pas que je l'ai pas très, très bien comprise. La question. Bon, on peut peut-être, en profiter pour apporter quelques précisions. Donc effectivement, il y a aujourd'hui certains mariages blancs, ou mariages gris, hein, qui désignent pardon, de procédés, frauduleux. Distingue. Dans le premier, dans le mariage blanc, les 2 époux contractent un mariage sans réelle intention, matrimoniale. Et dans le second, donc le mariage gris qu'évoque, cet auditeur, l'un des époux trompe l'autre sur ses intentions, dans le seul but de faire bénéficier, dans le seul but de bénéficier, des avantages que confère la loi, aux époux en matière d'acquisition de, nationalité notamment. Donc ce type de mariage, il faut savoir qu'il est puni de plusieurs manières, hein. Donc un mariage gris, il est puni, par le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Évidemment seulement pour le conjoint, qui a trompé, le conjoint de bonne foi, hein, pas pour le conjoint de bonne foi. Et donc en conséquence, ce mariage peut être frappé de nullité. Et le conjoint trompé, si c'est le cas, la personne en situation de handicap peut demander la nullité de ce mariage. Mais un proche bienveillant, par exemple un membre de la famille, pourra également écrire au procureur, pour que le procureur fasse prononcer la nullité, de ce mariage. Et enfin, la loi protège également par, des sanctions administratives qui peuvent venir frapper l'époux, qui a trompé l'autre. Il peut se voir retirer son titre de séjour, voire même annuler sa nationalité française et faire l'objet, d'une mesure d'éloignement. Et concernant les enfants, si jamais le conjoint, qui trompe, l'autre par sa mauvaise foi, les emmène à l'étranger sans l'accord, du parent en situation de handicap, il faut faire un signalement pour enlèvement d'enfant, auprès, du procureur et du juge aux affaires, familiales. Donc je me permets juste de conclure en disant que voilà, si vous avez un proche dans cette situation, que vous êtes vous-même dans cette situation, faites vraiment tout de suite appel à un professionnel, à un avocat qui sera spécialisé en droit de la famille, hein, parce que c'est une situation très grave et qu'il faut Complexe, hein? Ouais, prendre ouais. à bras-le-corps, voilà, très sérieusement. D'accord, bah, merci de ces précisions. Alors, à nouveau une petite question, technique. Lors d'un achat de fauteuil, roulant électrique, les revendeurs ont-ils le droit d'imposer une marque unique, limitant ainsi l'accès aux meilleurs modèles et à notre handicap? Autrement dit, est-ce que, le revendeur peut imposer une marque plutôt qu'une autre, à une personne en situation de handicap qui aurait besoin d'un fauteuil roulant électrique? Alors, là encore, tout va dépendre des contrats que, ce revendeur a conclus avec, les fournisseurs. Donc en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie du revendeur,
il peut choisir, ce revendeur, de ne distribuer des fauteuils roulants que d'une certaine marque. Par exemple, s'il a conclu un contrat de distribution sélective ou exclusive. Donc en théorie, oui, il ne peut revendre qu'un type de fauteuil, que d'une marque. D'accord, je suis d'accord. Enfin, pas sur il y a juste enfin, ce qui m'interpelle dans votre réponse, c'est que, moi, utilisateur de fauteuil roulant électrique, j'avais envie d'un fauteuil que mon revendeur n'avait pas. Ouais, Ben je lui ai dit: «Voilà ce que je veux». ouais, Il m'a dit: «D'accord, je l'ai pas». Je dis: «OK». Ben il est allé le chercher et bon après tout est question de prix et de tout ça, mais heu, je pense quand même ce que je veux dire, c'est que la personne en situation de handicap, elle a le choix comme tout acheteur. bien sûr. Si, Ah oui, oui, tout à fait. voilà, vous voyez ce que je veux Ah dire? oui, oui. Excuse Alors j'avais pas compris la oui, question comme non, ça, c'est ah pas grave. d'accord, pardon. Allez-y, Je allez-y. pensais que votre question c'était, est-ce qu'un vendeur, un revendeur de fauteuils électriques ne peut proposer qu'une seule marque dans son magasin? Donc là, la réponse était oui. Mais effectivement, comme à tout acheteur, il ne peut pas, vous forcer à acheter, hein, c'est pas possible. Vous Ouais, avez votre voilà, liberté de dire OK. oui ou non. Et si jamais vous constatez, que vous avez passé une commande, et que vous est livré quelque chose de complètement différent, il faut tout de suite s'y opposer, Ouais, en refusant de signer le bon de livraison ou alors en le signant, mais en avec des notant réserves, toutes vos ouais, remarques, exactement. Et prendre en photo ce bon de livraison avec vos remarques, bien sûr. tout à fait et de même façon, si le fauteuil arrive endommagé et ben, vous le refusez, hein, vous signez pas, ça, c'est une évidence, hein. Tout à fait, exactement. Il faut être Voilà, très ferme, même ouais, si très souvent, et je le sais, oui. les livreurs mettent la pression, évidemment, pour signer. Ah bah, Mais oui, tout à fait. il ne faut pas le faire si vous constatez qu'il y a des défauts, et refuser cette livraison. Et ensuite, il vous sera facile de contacter le vendeur et de lui exposer ce qui s'est passé. Entendu, merci de ces précisions. Alors, on arrive à la dernière question, qui est la suivante. Je suis, handicapé à 80. J'étais à 50 de mon temps de travail, dans mon travail. J'étais employé à 50 dans mon travail, mais étant donné, la petite paye, que j'avais, j'ai demandé à travailler à 80 du temps, mais je souhaite repasser maintenant à 50. Cependant, je m'inquiète pour mon salaire. Mon employeur peut-il me payer moins que ce qu'il me payait au départ lorsque j'étais à 50? Heu, je pense que vous avez compris la question. Elle est Bon. Oui, alors la personne, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, on va essayer de répondre quand même, n'a pas précisé s'il s'agissait du secteur public ou du secteur privé. ouais, Je c'est vais vous donner juste, la voilà, je vais vous donner la réponse pour le secteur, privé. Donc le contrat de travail, il faut le savoir, bien qu'il est encadré bien sûr, notamment par le code du travail, c'est, tout de même un contrat qui est, librement négocié, au moins en ce qui concerne le salaire. Donc effectivement, en théorie, il semblerait pas juste, hein, que la personne, qui voudrait retravailler à 50 soit payée moins que ce qu'elle était payée quand elle travaillait auparavant à 50. Mais votre employeur, n'est que, si j'ose dire, dans l'obligation de vous proposer le salaire minimum. C'est-à-dire soit le salaire minimum légal, le SMIC, soit le salaire éventuellement prévu, dans la convention collective qui est applicable à votre secteur d'activité. Et donc c'est bien à vous, hein, de refuser le salaire moindre et de ne pas signer ce contrat s'il vous est, défavorable, et si vous estimez, que votre patron abuse et profite, de la période actuelle. d'accord. Eh ben, écoutez, merci, de ces précisions. Est-ce que vous voulez, comme on arrive à la fin de l'émission, Ah, Maître Pierry je crois, Simon, pardon de vous couper, qu'il restait, ah, une il en reste question, vous une? savez, sur la prime exceptionnelle. Est-ce Ah que bah, vous voulez que je allez-y la lise? alors, Oui? allez-y, je l'ai peut-être perdu en route, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas grave. Allez-y. Alors une dernière question. Alors l'auditrice se pose la question suivante:
Handicapé bénéficiant de la PCH, je suis donc employeur et rémunère une aide à domicile. Quelles sont les modalités relatives à la prime exceptionnelle? Mon aide à domicile peut-elle en bénéficier? Alors, encore une fois, avec toutes ces annonces que nous fait le gouvernement, on pourrait s'y perdre un petit peu. Donc, il y a plusieurs primes à distinguer. Donc, dans le secteur public, c'est le ministre de la Santé qui avait annoncé dans un communiqué de presse du 15 avril, il y a 15 jours maintenant, une prime exceptionnelle de 1 500 € aux agents hospitaliers dès le mois de mai. Et cette prime, elle concerne également les personnels des établissements de santé privés. Le gouvernement souhaite également qu'une prime exceptionnelle soit versée aux professionnels du médico-social et notamment des EHPAD qui prennent en charge avec dévouement et courage les populations vulnérables. Donc les modalités de toutes ces aides-là doivent être précisées avec les collectivités locales dans les jours qui viennent. Dans le secteur privé maintenant, donc ce qui concerne plus précisément Madame. Il y a effectivement une prime exceptionnelle qui est prévue, c'est ce qu'on appelle la PEPA, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Et celle-ci est dédiée aux salariés, donc pour les récompenser d'être en première ligne contre le virus en continuant à aller travailler. Et donc, le gouvernement incite, donc c'est une incitation, ce n'est pas une obligation, incite les employeurs à verser à leurs salariés une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Et cette prime sera effectivement exonérée pour l'employeur de charges sociales et d'impôts, et également pour le salarié. Voilà, et donc cette prime, elle a été prévue donc par une loi qui date d'avant le confinement et qui a été modifiée donc par plusieurs ordonnances qui ont été prises depuis le début de cette crise. Et donc sachez que c'est vraiment libre à vous et à négocier entre l'employeur et le salarié pour verser cette prime. Et vous avez jusqu'au 31 août. Voilà, donc un petit peu de temps pour discuter de ça avec votre aide à domicile. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Maître Pierry, de toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez apporter un complément? Moi, je trouve que vos réponses étaient particulièrement complètes et précises. Eh Est-ce ben, que vous voulez... je vous remercie. J'ai l'impression qu'on a répondu à quasiment toutes les questions qui nous avaient été soumises. Eh bien, écoutez, merci vraiment beaucoup parce que je crois que ça correspond à un vrai besoin et je suis content qu'on ait fait cette émission aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres avec vous, avec vos collègues, parce qu'il y a un vrai besoin. Et bien, je crois que je vais vous remercier, tout simplement. Merci beaucoup, Simon, et merci à tous les auditeurs et au service à Régie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.